Bienvenue dans cette édition de la mi-journée, voici les titres. Licon et le collectif Usine du Sud, Usine Pays devant le gouvernement et la province Sud. Ce matin, des gaz lacrymogènes ont été envoyés aux manifestants qui souhaitaient être reçus par les institutions. Ils demandent une table ronde sur l'avenir de Vallée-NC. Deux offres, deux visions, deux stratégies pour l'usine du Sud. Prony Ressources Trafigura contre Sofinor Coréa Zinc. L'une retenue, l'autre rejetée par Vallée. Que prévoient précisément ces deux projets? Réponse avec Coralie Cochin dans un instant. La pêche calédonienne fournit 100% du marché local. Une partie est destinée à l'exportation. Gros plan sur ce secteur jugé durable et dynamique et rencontre avec Navimont qui vient de présenter ses 3 nouveaux navires. Enfin, nous partirons à Tiga avec William Lecrin. Tiga, l'île la plus petite des îles Loyauté. Comment vit-elle son insularité? Réponse en fin de journal. Une soixantaine de personnes se sont rassemblées tôt ce matin devant le gouvernement et la province Sud à l'appel de Licon et du collectif L'Usine du Sud, Usine Pays. Ils demandent l'organisation immédiate d'une table ronde sur l'avenir de Vallée-NC. Charlotte Manvy et Andine Moyatea. La terre, c'est à qui? Arrivés peu après 6 heures, les membres de Licon et du collectif Usine du Sud égale Usine Pays entendaient bloquer l'accès au gouvernement et à la province Sud. Mais une heure après, les gendarmes mobiles sont intervenus pour libérer l'accès aux institutions. Pendant quelques minutes, le face-à-face est tendu, mais le rassemblement se poursuit dans le calme. Le mouvement s'inscrit dans la semaine de mobilisation en faveur de l'offre Sofinor Coréa Zinc qui a vu les accès de Nouméa bloqués hier. Les manifestants demandent l'organisation par l'État et le gouvernement d'une table ronde sur la vente de l'usine, demande qui n'a pas reçu d'écho favorable jusqu'à présent selon Anthony Lecrin, porte-parole du collectif. Quand il y a un appel au dialogue, puis on nous envoie les forces de l'ordre. C'est une forme de réponse. C'est pas celle que l'on préconise, c'est pas celle que l'on veut. Donc la table ronde, il faut que l'État puisse aussi saisir cette démarche pour qu'on puisse avancer de façon concrète sur le sujet. Le collectif entend organiser d'autres actions durant toute cette semaine et également interpeller l'État. Et ces conséquences et ces blocages ont des conséquences directes sur l'usine du Sud. Le complexe n'est plus suffisamment alimenté et en minerai avec des risques potentiels sur ses équipements. Face à cette situation délicate, l'usine devrait décider jeudi si elle arrête ou non ses unités. Yannick Fallelavaki, le secrétaire du comité d'entreprise de Vallée-NC, tire la sonnette d'alarme. Depuis la semaine dernière, donc depuis le blocage des accès à la mine, on n'a plus de minerais qui alimentent l'usine et par conséquence on a les unités donc qui ne sont plus alimentées à l'usine qui ont été éteintes au fur et à mesure. Donc ces autoclaves sont arrêtées depuis le début de la semaine. Les autoclaves, c'est des grosses marmites à pression qui vont permettre de dissoudre le minerai et en récupérer la liqueur riche en nickel. Et aujourd'hui, on a des installations qui commencent déjà à être en sommeil. Il y a un risque effectivement technologique parce que l'intégrité des équipements peuvent être remises en question. Ensuite, il y a un volet social. Donc le risque, ce serait que la direction prenne la décision de passer une partie du personnel en chômage technique. Quelle serait votre requête par rapport aux acteurs concernés? Nous, en tant qu'élus du comité d'entreprise, nous demandons à l'ensemble des parties prenantes, et notamment à ceux qui sont sur les blocages, de revenir au dialogue, parce qu'on est dans une proposition où on a la place pour tout le monde. Donc il faut en discuter pour essayer de se sortir de cette situation. Et des propos recueillis par Coralie Cochin. Et ce matin, le collectif Usine du Sud, Usine Pays a bloqué les accès de la mairie d'Yaté. Une dizaine de personnels administratifs n'a pu regagner leur poste de travail. Un blocage qui, selon la mairie, n'impacte pas les services techniques et le personnel de Contine. Autre blocage, celui du port autonome. Un blocage qui met à mal l'activité des entreprises calédoniennes déjà fragilisées par la crise du Covid-19. 800 containers déchargés des bateaux sont en attente d'être livrés. Si ce blocage perdure dans le temps, il pourrait avoir des conséquences graves pour l'économie, selon Sylvie Jouot, déléguée générale du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie.
L'impact, c'est que forcément les adhérents qui attendaient de la marchandise ne peuvent pas sortir leurs marchandises, qui restent bloquées sur les quais. Quand on sait déjà qu'avec la crise du Covid-19, il y a déjà beaucoup de retard dans la livraison des marchandises, avec des retards de bateaux et ainsi de suite, c'est déjà compliqué. Ça rajoute beaucoup de retard et de contraintes là où il y en avait déjà, et forcément, c'est du chiffre d'affaires qu'ils ne font pas et qui ne récupéreront pas. On a à peu près 30% de nos adhérents qui se retrouvent impactés par ce blocage du port, blocage, on rappelle, qui est quand même illégal et scandaleux parce qu'il faut arrêter de prendre les entreprises en otage. Et des propos recueillis par Cédric Wakaoniem. À noter que selon le syndicat, le gouvernement a déposé ce matin un référé d'expulsion des accès du port autonome. Alors que la vente de l'usine du Sud cristallise les tensions dans le pays, que s'étendent des deux offres qui s'opposent? Prony Ressources Trafigura contre Sofinor Korea Zinc, l'une retenue, l'autre rejetée par Valais. Coralie Cochin. Alors ce qui est intéressant, Medjico, c'est que les deux offres se revendiquent comme des projets pays, mais avec des acteurs et des montages sensiblement différents. Tout d'abord, il y a Prony Resources, c'est le nom du consortium porté par le Suisse Trafigura, l'un des plus grands négociants de matières premières au monde. Dans ce projet, Trafigura serait actionnaire à 25%, tandis que les intérêts calédoniens atteindraient 50%, avec au capital les provinces, les salariés de l'usine, mais aussi la société civile calédonienne. L'autre offre écartée fin octobre par Valais et défendue par les indépendantistes et les coups de fumier, comme on le sait actuellement, c'est celle de la Sofinor. Dans ce projet, le bras économique de la province Nord s'est associé à Korea Zinc, l'un des rares spécialistes mondiaux d'hydrométallurgie. Korea Zinc qui d'ailleurs connaît déjà l'usine du Sud puisqu'il avait participé à sa conception. Dans ce projet, le montage s'inspire de celui de KNS. Le pays serait actionnaire à 56% contre 44% pour l'industriel coréen qui apporte son expertise mais aussi le financement du projet en échange de l'accès au gisement de Goro. Une nuance, ce n'est pas la Sofinor qui serait actionnaire majoritaire, mais les trois provinces. Coralie, qu'en est-il de la stratégie des deux projets? Alors là aussi, il y a deux visions qui s'opposent, si je puis dire. Prony Resources avec Trafigura mise sur le NHC, un produit intermédiaire à base de nickel et de cobalt, plus compétitif en termes de coût, tandis que Sofinor Korea Zinc veut rouvrir la raffinerie de Valais afin d'affiner localement ces deux métaux et de maintenir la valeur ajoutée, mais en simplifiant le process de l'usine pour qu'il soit plus rentable. Sofinor Korea Zinc, qui envisage aussi d'ouvrir une ligne de pyrométallurgie pour transformer sur site les saprolites du massif de Goro, tout en conservant la production de NHC, ce fameux précipité de nickel et de cobalt. Un point de convergence tout de même, l'exportation de saprolites à l'étranger pour rentabiliser l'usine a été envisagée par les deux projets, à une différence près, c'est que du côté de la Sofinor, ce minerai sera envoyé dans des usines offshore détenues en partie par la Calédonie. Mais dans un cas comme dans l'autre, cette option ne sera possible sans une modification du code minier au Congrès. Merci Coralie pour toutes ces précisions. Alors que la mobilisation de l'ICAN et du collectif Usine du Sud, Usine Pays s'est renforcée en ce début de semaine, la question d'un deuxième préalable minier refait surface depuis 2 semaines. Le dernier date de 1998. Rappel historique avec Cédric Wakaoniem. Le 1er février 1998, les accords de Bercy actent l'échange des massifs de Poum et du Koniambo. Cet échange se fera entre Eramet et la SMSP, la Société minière du Sud-Pacifique. Cet accord impose des conditions, la cession du massif de Koniambo à la SMSP qui n'interviendrait que si la construction de l'usine du Nord est décidée d'une part, et d'autre part, le futur complexe industriel et minier sera détenu majoritairement par les collectivités publiques calédoniennes. Pour le FLNKS, cet accord pose les conditions de la reprise des discussions avec l'État et les non-indépendantistes sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. 22 ans plus tard, le scénario se répète. L'annonce de Valais de quitter le pays pousse les partis indépendantistes et nationalistes à soutenir la démarche de l'ICAN, l'instance coutumière autochtone de négociation, et le collectif Usine du Sud, Usine Pays. Comme pour l'usine du Nord, ils souhaitent que la Calédonie contrôle la ressource minière. Dès la semaine dernière, l'Union calédonienne annonçait déjà à la sortie de son congrès la mise en place de sa cellule de mobilisation, celle même qui a servi pour l'usine du Nord. Un deuxième préalable minier qui pourrait servir d'amorce à toute discussion politique. D'autres formations indépendantistes et nationalistes lui emboîtent le pas depuis ce week-end, le PALICA et l'UPM comme le Parti travailliste qui renouvellent leur soutien à l'ICAN et le collectif Usine du Sud, Usine Pays.
Et 2 semaines après les exactions à Roy-Marais, on a appris l'incendie d'autres habitations ce matin dans la tribu. Une partie des familles hébergées aussi au temple de Moravel qui ont été évacuées sur Nouméa ont été relogées dans la capitale. Parlons économie bleue à présent avec la pêche en haute mer. Vous le savez, Navimon vient de baptiser ses 3 nouveaux navires. Ils s'appellent Adjuaro, Kharachu et Hotmawap. 3 nouveaux palangriers pour cette filiale de la Sodil. Ils viennent achever le renouvellement total de la flotte de l'armement qui compte au total 8 bateaux. Et si les armements peuvent renouveler leurs navires, c'est parce qu'ils bénéficient de la défiscalisation, mais aussi parce que le secteur est stable et dynamique. Charlotte Manvy. Avec 20 navires autorisés à pêcher thon et autres pélagiques dans les eaux calédoniennes, le secteur de la pêche en haute mer se porte plutôt bien. C'est le gouvernement qui délivre les licences de pêche accordées aux seuls armements calédoniens. Pour 2020, ils sont ainsi 7 à avoir obtenu le précieux sésame, ce qui représente plusieurs centaines d'emplois sur le territoire. Florent Piton, directeur de Navimon et président de la Fédération des pêcheurs hauturiers. Il y a à peu près 150 emplois directs. Mais si on élargit le cercle aux transformateurs, à tous les gens qui s'occupent de la maintenance, à la distribution, etc., on arrive aux environs de 800 personnes qui vivent de la pêche hauturière. La pêche calédonienne fournit 100% du marché local, reste 20% de la production dont une partie est exportée vers le Japon, l'autre vendue à des conserveries européennes, une goutte d'eau à l'échelle du Pacifique. Florent Piton. La pêche calédonienne est toute petite, c'est-à-dire que l'on pêche aux alentours de 2700 tonnes annuellement pour la pêche calédonienne. La seule Papouasie-Nouvelle-Guinée pêche 250 000 tonnes de poissons. Durable et créatrice d'emplois, la pêche calédonienne a tout pour se développer dans un pays qui cherche des alternatives au tout nickel. Mais il faudrait pour cela une véritable politique pays de la pêche afin de former les futurs marins et d'agrandir les infrastructures existantes. Allez, direction les îles et notamment la plus petite île des Loyautés, Tiga. Tokano et sa dizaine de kilomètres carrés. Elle est située entre Lifou et Marais. Elle compte près d'une centaine d'habitants. Ses ressources sont bien trop maigres pour fournir des emplois pérennes aux jeunes qui, dès la fin de l'école primaire, quittent généralement leur île pour rejoindre Lifou et Nouméa. Alors, comment ces îles peuvent-elles s'affranchir des contraintes liées à l'insularité? Réponse avec Pasteur Wanir Welepan, écrivain kanak, 79 ans, une mémoire vivante de l'île de Tiga. Là, nous recevons beaucoup de touristes dans l'année. Il y a des particuliers, des familles. Alors, il y a 2 gîtes accueillis chez l'habitat sur le plateau là. Mais nous avons aussi des groupes, parfois de 40 personnes qui arrivent. Et puis, nous, on fait accueil. Ça fait du bien, ça fait de l'argent. Quelques ressources. Et puis, s'il y a plus de légumes, on achemine sur l'Ifou. À UCP à Lifou, mais disons, ce sont des choses temporaires. Quand c'était le temps de légumes, on fait, le temps de pastèques. Quand les entreprises viennent, embauchent quelques jeunes, 2 ou 3, voilà. Mais il n'y a pas de travail continu où chaque mois un salaire est versé. Mais il n'y en a pas. Il faut qu'on ait un quai pour qu'on soit vraiment bien acheminer tous nos produits. Ainsi s'achève cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information à 16h en radio et à 19h30 en télé. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes.